Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de l'hebdo, le cinquième de la saison. On va reparler de cette nouvelle double journée, journée 9, journée 10. Pour ma compagnie, il est toujours là, il est bien habillé avec la petite veste du Fenerbahçe, ça fera plaisir à notre ami Arda. C'est Lucas, comment ça va mon ami? Bah, très bien, à défaut de manger dans un bon restaurant turc comme j'avais prévu aujourd'hui, je porte des... Ça va très bien. Parfait. Avant de commencer l'émission, avant de commencer le programme, petit rappel, il y a un concours en ce moment qui tourne. On s'est associé avec un bon maillot de basket pour vous faire gagner donc un joli maillot Euroleague Euro Cup, Mystery Box, on verra bien. Vous avez tout le règlement qui est sur notre compte X, donc allez checker tout ça, essayez de participer et surtout bonne chance à vous. Pour continuer, les petits abonnements, le pouce bleu sur la vidéo, vous connaissez la chanson, donc allez-y, foncez sur nos différents réseaux sociaux. Et comme je disais, au programme cette semaine, journée 9, journée 10, on va parler de quelques news. On aura aussi ce qu'on a retenu de la semaine sous forme de top et de flop. Et ensuite, on aura une petite chronique sous forme de tribunal, comme vous avez un petit peu l'habitude. On avait sorti un épisode la saison dernière. Il revient parce que l'heure est grave et qu'avec Lucas, on a des choses à dire. On a beaucoup de choses sur le cœur. Je pense que ça peut être rigolo parce que Lucas a prévu une encyclopédie. Donc, Oh non. on va aller voir ça tout à l'heure. Lucas, on commence par les news? Vraiment. Allez, c'est parti. Et cette semaine, au niveau des news, Devonte Cacok a été libéré par la Virtus Bologne. Fin de contrat le 30 septembre. Il n'était toujours pas apte à jouer à cause d'une blessure au genou qu'il traîne depuis la fin de saison dernière. 15 matchs justement en 2023-2024 pour seulement 3,2 points et 2,3 rebonds. Voilà, fin de l'histoire qui a pas tellement commencé, on dira, mais la Virtus a peut-être besoin d'un électrochoc, besoin d'une place dans le roster, donc potentiellement d'une recrue. Deonte Kakok, fin de l'histoire. Bon, on va pas s'éterniser longtemps. Lucas, est-ce que tu penses que ça peut rebondir en Euroleague quelque part ou ça va Il y repartir? a déjà eu des rumeurs qui disent que ça va rebondir ailleurs, donc je suis curieux de savoir où, comment, pour combien. Mais ouais, un peu déçu, parce que je pense qu'il y avait vraiment il y avait vraiment une petite place à se faire, mais bon, blessé depuis décembre, ça commence à bien faire. On n'oublie pas il y avait une rumeur de départ d'Ante Zizic aussi, donc il va y avoir du mouvement sur le poste intérieur, reste à savoir quand, et puis il faudra peut-être se dépêcher un petit peu, parce que quand vous êtes derrière l'Asvel au classement Euroleague, c'est pas bon signe, hein. Autre news, le vrai faux départ de Stanley Johnson de l'Anadolu. Basket News, je crois, ou Orbonas directement avait signalé que le club pourrait s'en séparer ou que lui pourrait partir. Il y avait des rumeurs comme quoi d'autres clubs Euroleague et européens étaient intéressés. C'est le Pardon. joueur qui a contredit l'information directement via ses réseaux sociaux. Il a dit, je cite, les sources sont fausses cette fois-ci, je suis très heureux ici, je joue pour les fesses et je joue à Istanbul. Je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. La source, c'est moi. Le joueur tourne à 2,4 points, 1,2 rebonds, 2,1 déval en 10 minutes de moyenne. Il a un petit peu plus joué sur la double semaine avec quasiment 12 minutes contre Baskonia et 15 minutes contre le Real Madrid. On y reviendra, je vais parler de l'Anadolu. Mais voilà, Stanley Johnson, début de saison pas très convaincant, mais de là à s'en séparer, bon. Moi je voyais ça comme un signe potentiel, mais Moi, on en avait discuté. Je vais reprendre la phrase que tu as dit, je joue pour les fesses. Bah, pour l'instant, il est quand même bien sur le banc plus qu'autre chose, donc faut voir. Mais c'est un peu ce qu'on s'était dit lors de la preview aussi. Il y a quand même pas mal de joueurs accumulés sur cette position-là, donc bah, performe pas, t'en fais les frais aussi, hein. on verra bien ce que ça donne par la suite, s'il reste et s'il arrive à avoir un déclic. En tout cas, on lui souhaite. Freddy Gillespie revient en Europe, potentiellement vers Milan. Alors, à l'heure actuelle, aucune annonce officielle, mais ça a l'air Ouais. d'être bouclé, hein. Il a joué son dernier match du côté de l'Australie. Enfin, je dis de New l'Australie. Zealand Il joue Breakers. actuellement aux New Zealand Breakers. Donc, pour 6,9 points, 5,3 rebonds. On a en mémoire ses débuts un petit peu compliqués dans la Ligue australienne avec une bagarre déclenchée. Mais en tout cas, l'intérieur va rejoindre les rangs de Milan. Il connaît l'Euroleague, il y a eu le Bayern, il y a eu Zvezda. Qu'est-ce qu'on en attend? Pas grand-chose, d'autant qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe à Milan. Je serais pas surpris qu'il arrive à Milan, mais que Messina le fasse pas beaucoup jouer, tu vois. Donc, Oui, ou en Lega, histoire de quoi.
Très bien, donc voilà pour cette news. Et enfin, dernière news, et celle-ci, elle va faire plaisir à notre ami Damien, la signature de Marial Chayok au Maccabi Tel Aviv. 2 ans pour lui, il retrouve un compatriote en la personne de Wayne Gabriel. Il a débuté la saison du côté de la Chine avec les Léopards de Liaoning, je ne sais pas comment on le prononce en chinois. 13,8 points, 3,1 rebonds, 2,4 passes en 10 petits matchs. Retour de Marielle Chayoc avec sa petite expérience au Fener, on s'en souvient. Lucas, pas plus emballé que ça, d'accord. Écoute, le Maccabi a besoin de joueurs, c'est bien de relancer, c'est bien d'avoir tenté de ramener un joueur du Soudan pour faire connexion avec Onyen Gabriel. Sinon, je pense que là, il faudra un insert vidéo de Damien qui doit courir tout nu et faire des tours de chez lui autour de sa maison. Mais bon, honnêtement, voilà, c'est pas. Par contre, je tiens à faire un petit point. On valide David de Julius très fort ici. Très Mais très fort. j'allais checker le roster qui, du coup, est enfin au complet entre les différentes blessures et différentes absences et les trous qu'il y avait. Normalement, on tient tout le monde avec les dernières arrivées. Donc David De Julius qui a déjà fait une première ou deux sorties, je crois. Ça y est, ça fait deux, Ouais. non, même 3 matchs en Euroleague, ça y est. Voilà. Et donc l'arrivée de Marielle Chayok. À voir ce que ça va donner. Lucas, on passe à la deuxième partie de cette émission. Vous en avez l'habitude maintenant, ce qu'on a retenu de la semaine, on l'a présenté sous forme de top et de flop. Lucas, tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on est d'humeur positive et on envoie nos tops tout de suite, ou est-ce que tu as envie de titiller un petit peu ce qui t'a pas plu cette semaine? Compte tenu de ce qui va suivre, je pense qu'il faudrait commencer par le négatif pour qu'ensuite contrebalancer et que ça se contrebalance ensuite. Très bien. Tu commences par tes flops, je te laisse la parole. Vas-y, présente-nous ce Alors, qui t'a déplu cette semaine. On va en parler. c'est même plus sur la semaine, mais c'est sur l'entièreté de cette saison, c'est Baskonia. Ah, J'en ai marre. J'en ai marre de cette équipe qui performe pas, qui performe mal. Euh, on s'était fait un petit peu fusiller lors de la preview parce qu'on était emballé mais pas emballé. Et il s'avère que en fait depuis le début de saison, Baskonia joue sans Marcus Howard. Je sais pas si vous l'avez vu sur le parquet, mais moi non, il est complètement invisible. Mais par contre, il y a des zéros sur la feuille de stats, donc bon, je sais pas ce qui se passe. Je trouve que Chimamanda n'est pas dans la bonne direction aussi, c'est-à-dire qu'on a eu quand même beaucoup de matchs sur le début de saison où il fait défaut très rapidement. On le voit bencher pendant un long moment et puis il revient derrière pour vite vite faire ses stats et essayer d'apporter quelque chose à l'équipe, mais je retrouve pas le Moneke qui avait vraiment de l'impact. Bon, il sortait du banc l'année dernière, donc c'est pas forcément la même chose non plus. Et puis je trouve que bon, Timothée Luau, après son premier bon ou deuxième match de saison régulière, il n'y a plus grand-chose, c'est très irrégulier. Il y a des trous d'air colossaux, notamment derrière l'arc. C'est contre Paris, je crois qu'ils font un 2 sur 26 à 3 points ou quelque chose du genre, ou peut-être 1 sur 26. C'est une équipe qui a un nombre de lacunes incalculable et ça va pas s'arranger avec le temps malheureusement parce que comme on l'avait dit un peu sur la preview, il va falloir voir si certains vont monter un peu au créneau. On a des bons petits passages de temps à autre de Kamar Baldwin ou Trent Forrest, mais ça s'arrête là. Donc va falloir ramer et à mon avis on peut déjà imaginer peut-être une année sans rien pour Baskonia. Ça va s'arrêter fin ça en avril. prend la direction en tout cas. Ouais. Je continue avec le deuxième flop? Ouais, vas-y, 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 je te laisse aller. C'est un petit peu. Là, les deux derniers, c'est plus des que des vrais flops, je trouve. Je vais parler de Kaunas parce que je trouve qu'il y a eu déjà pas mal de trous d'air sur le début de saison. Alors, on va évidemment parler du 26-5 dans le deuxième quart-temps qu'ils ont pris face au Fenerbahçe. Mais c'est pas la première fois que le Žalgiris a des moments où il y a plus rien. Il y a plus d'électricité, il y a plus absolument rien pendant 5-7 minutes. Et ça leur coûte très cher, puisqu'après ils doivent tenter des comebacks impossibles. Alors, Dieu merci, il y a Sylvain Francisco dans l'équipe, entre autres, avec Ulanovas qui font des merveilles parfois. Mais C'est pas toujours tous les jours Milan en face. voilà, le problème c'est que quand tu as eu Bonzi Colson et Nigel Davis que tu peux pas défendre, tu prends très cher. Et sur les 5 dernières minutes, là où il y avait vraiment un clutch time, parce qu'ils étaient revenus, il y avait moins de 5 points d'écart, on a vu que c'est une équipe qui n'a aucune expérience. Il y a eu beaucoup de crispation, de très mauvais choix, de précipitation, etc.
Et donc voilà, c'est un petit parce qu'on en attend un petit peu plus et on est emballé sur ce début de saison, mais c'est aussi le métier qui rentre, on va dire. Ok. Et enfin, en une phrase, j'en ai marre de cette attitude pantouflarde du Panathinaikos qui, visiblement, n'a plus rien à branler de la saison régulière dans une ligue qui, pourtant, chaque match compte. Ça m'agace énormément de voir qu'ils sont tous les mains dans les poches et que, bon, allez, sortie de vestiaire, bon, Kendrick, tu nous mets quelques paniers là, et puis Mathias, hein, t'envoies un peu le jus là, t'essaies de secouer, et puis Costas, là, ouais, fais-moi tes trucs là. J'aime pas. J'aime vraiment pas parce que c'est de la facilité. C'est du Ataman dans le texte, comme on le connaît, époque Anadolu Efes, et moi ça me gave. Ça me gave parce que en fait, tu sais très bien que c'est du faux espoir pour l'adversaire qui sera en face, et l'issue du match est souvent la même, donc presque envie de passer les 25 premières minutes de jeu pour arriver juste au moment où ils vont être un peu concentrés et faire quelque chose. Je trouve que c'est pas très sportif, professionnel, respectueux du jeu, je sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà. Pas fou. Bon. On s'y attendait quand même un petit peu, hein. On Ouais, savait qu'ils allaient gérer les affaires courantes. Après, effectivement, on n'est pas obligé de l'accepter. Et je te comprends tout à fait. Les matchs sont pas hyper plaisants. On attendra malheureusement les playoffs pour les voir un peu plus brillants ou un peu plus emballants. C'est bon pour toi pour tes flops? Ok. Je vais vous donner les miens. Le premier rejoint celui de Lucas. Alors j'ai la bastos est plus penché sur Marcus Howard plus que sur Baskonia. Mais effectivement, 0.0 sur 4 de loin, -5 déval contre l'Anadolu, -8 déval contre Monaco avec 0.05 de loin pour une seule interception. J'ai noté quand va s'arrêter la plaisanterie. On avait souligné le côté unidimensionnel du joueur. Je crois qu'on en a la preuve complète, entière et plus précise ces deux derniers matchs. C'est Thierry de Clutch Data qui nous disait il est capable de faire gagner des matchs et d'en faire perdre. Aujourd'hui, il est plus dans une dynamique où il en fait perdre. Baskonia, c'est 2 défaites cette semaine, c'est seulement 4 victoires pour 6 défaites et une 12e place au classement. Voilà, je n'en rajouterai pas plus. On avait déjà plus ou moins tout dit. Et même si voilà, on a pris quelques remarques sur Baskonia, je persiste, je signe, c'est nul. Deuxième flop, j'ai failli en mettre une énorme bastos et en rédiger des lignes. Le Partizan Belgrade, série de 6 défaites de suite, un contenu très très pauvre. Offensivement, bah, à part du jeu direct autour d'un pic, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de off-ball. La défense est une immondice, c'est une honte absolue. Et le problème, c'est que ça fait des mois, voire des années que ça dure. J'échange beaucoup avec les copains de Partizan France et notamment Boyan. On en parle, les joueurs changent, mais les problèmes restent. Donc c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas que les joueurs. Comme pourrait Euh, finir devant vous cette saison. oui, mais ça pourrait arriver tellement c'est catastrophique. Ah. Je trouve qu'il y a un problème de hiérarchie, de rotation, de complémentarité de joueurs. Je ne comprends pas, contre Milan, je ne comprends pas que Sterling Brand, qui finit à 17 points, je crois, quelque chose comme ça, prenne autant de tirs que Franck Stephen Curry Nilikina, qui rentre 1 sur 5 de loin. Alors, je sais pas, hein, c'est très bien de voir un Français marqué. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attends de Franck Nilikina dans cette équipe. Et malheureusement, bah, on a décidé d'en faire le meilleur marqueur de cette équipe. Donc écoutez, si on veut marcher sur la tête, continuons. Ça fait 6 défaites de suite. Obradovic a pris la première défaite de la semaine pour lui. La deuxième, je sais pas ce qu'on va inventer. Mais à un moment donné, eh ben, je l'ai mis sur Twitter. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu de son cas, ce bonhomme. Brandon Davis. Non, mais lui, il n'existe pas dans cette équipe. De toute façon, avec Boyan, on le dit assez souvent, on n'en voulait déjà pas. Donc pour moi, Il il aime à n'existe tous. pas. Voilà pour le partisan qui pourrait prendre une bastos plus large bientôt si jamais ça continue. J'espère bien, ouais. Et enfin, mon troisième flop, c'est Monaco. Monaco, une victoire, une défaite cette semaine. Ils ont gâché 27 points d'avance contre Baskonia pour ne gagner que de 12 points. C'est une équipe à plusieurs visages. J'ai l'impression que ça régresse. Le contenu est moyen. Obradovic et ses sorties, c'est catastrophique. On a l'impression qu'il n'est jamais fautif de quoi que ce soit, que c'est jamais lui qui fait les choix, A few moments later. que les joueurs sont les uniques responsables de la situation.
Quand on regarde Monaco, bah, c'est très simple, on s'ennuie ferme, sauf les gens qui aiment le 1 contre 1 et la démonstration de Mike James et Eli Okobo. Alors c'est très bien, hein, Eli il fait un plutôt bon début de saison, c'est très correct. Mike James il est sur la réserve et de temps en temps on fait illusion en donnant parfois la balle à Jordan Lloyd et au secteur intérieur, notamment Moté Younas. Mais ça prend pas pour nous, on va pas nous la faire à l'envers. Donc voilà, pour moi ça ne fonctionne pas. Et Monaco, pareil, la prochaine fois, ça va être Clic-clac. plus qu'un flop, ça va être une fléchette tranquillisante. Voilà pour mes flops. On va un petit peu sur le positif, mon Lucas? Avec tes tops, vas-y, je t'en prie. Alors moi j'en ai que deux, mais j'en ai un qui est quand même relativement gros. Je vais parler de l'Alba Berlin. Oh, j'aime bien. Bah ouais, je vais quand même parler de mes trois petits piou là, on les avait bien vendus au début d'année. Et bah écoute, moi je suis un peu dépité, on va dire, du niveau de jeu présenté, mais on pouvait s'y attendre. Mais de l'autre côté, je suis quand même content de voir enfin, une équipe qui bah, essaye de se battre autant bien que possible, et surtout avec un trio bah, que j'apprécie, c'est-à-dire Matteo Spagnolo qui cette année, je trouve, prend un peu plus de responsabilité en attaque. J'essaie de voir rapidement le dernier match contre le Bayern en 25 minutes, c'est 23 points à 7 sur 10 au tir, 4 passes. Pas mal, sachant que l'année dernière, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent passer la barre des 10 ou 15 pions. Le match contre l'Olympia Milano, on y arrivera bientôt, mais bah, on a eu je crois que c'est le soir record pour Procida, du coup, avec, il me semble, 25 points. Oui, 25. Attends, 25 points, j'ai 7 les rebonds. résultats j'ai les résultats sous les yeux. Je vais te sortir ça. On 29. est, on est à 29 points, 9 sur 14 à 2 points, 1 sur Oui, 4 voilà, c'est à ça. 3 points. C'est la 31 journée déval. d'avant, il avait fait 25 points et 7 rebonds. Là, du coup, il passe une autre journée en mode record. C'est bien parce que on lui a souvent reproché de manquer de régularité l'année dernière. On en avait parlé justement avec Thierry aussi Jata qui disait bon bah voilà, Prochida a fait son bon match de l'année et puis bah on se revoit en 2025. Non, là ça a l'air de tenir un peu. Il y aura des minutes, il y aura des responsabilités de toute manière. Il n'y a plus personne autour dans le roster, donc en tant que ça se passe. Et puis surtout bah, Trevion Williams qui prend de plus en plus la température, je trouve, au sein de cette Euroleague. Et le dernier match est relativement intéressant. 18 points, 9 rebonds, donc 4 offensifs face à Devin Booker. Et t'ajoutes ça, 4 passes et pardon, 6 passes et 4 interceptions. Donc voilà, moi j'étais assez content. On commence à en voir un petit peu. Et une fois de plus, je pense que ça confirme notre idée qu'il sera pas là l'année prochaine et qu'il aura été recruté dans une équipe haut de tableau. Voilà. C'est possible. Mais par contre, je tiens à dire que, et notamment en me basant sur le match contre Milan, le fond de jeu de l'Alba est beaucoup plus intéressant que ce qu'on veut bien en dire. Je t'en prie, vas-y, enchaîne. Et le dernier top, bah, il s'appelle Nicolas Oui, Nicolas, oui. Nicolas Milutinov qui envoie du sale, du très très sale, et on adore. Les 4 derniers rounds, c'est simple. Contre Barcelone, 22 minutes de jeu, 12 points, 8 rebonds, 16 de pire. Paf. Round 8 contre Panathinaikos, 12 points, 8 rebonds, 20 minutes, 21 de pire. Paf. Contre Lasvel, 13 pions, 7 rebonds, 23 minutes, 26 de pire, très bien. Et contre le Maccabi, 24 de pire, 21 minutes, 11 points, 8 rebonds. Voilà, on retrouve à nouveau le pivot mobile qui fait chier sous l'arceau, qui prend des rebonds, qui est à la fin du match, on se dit, ah bah en fait il a fait quelque chose. Mais ouais, il est là, enfin. Et à côté d'un Ah, Bezikov, ça fait très bien. quand il est en forme, lui, quand il est pas blessé et quand tout va bien. Quand tous les six sont alignés, Ah ouais, mais c'est quand même du régal, donc faut en profiter, hein, parce que, bon, voilà, on sait que... l'époque MVP du mois avec Mike James à côté, on le verra plus, hein. Il y a bien un pied qui va partir un de ces quatre, hein, de toute façon, on s'y attend. Tu as dit que tu avais que deux tops, C'est donc tout, c'est ouais. à moi d'envoyer? Ok, Ah, eh on ben en a un mon... en commun, donc je vais te laisser l'annoncer pour moi parce que je vais être. Alors, oui, je l'ai couplé, j'ai un peu triché. Mais mon premier top, effectivement, va sur deux petits bonhommes qui sont extrêmement chauds en ce moment. Ils ont été élus MVP de la journée 10, c'est Théo Malédon et TJ Shorts. On commence par le gamin de Lasvel, 37 puis 36 déval contre l'Olympiakos et Dans deux victoires. Zvezda. Alors, dans une victoire Deux victoires. contre Zvezda et une défaite contre l'Olympiakos avec plein de petites choses, on pourrait en discuter des heures. Mais c'est le patron sur le terrain, il semble tellement mature, il a pas peur de grand-chose
peut-être de son ombre, on sait pas. Mais je vous renvoie le match contre Zvezda sur ce sidestep qui prend sur la tronche de Cody Miller-McIntyre. Je crois qu'il a vraiment plus rien à prouver en ce début de saison. Les stats complètes, c'est 31 points, 7 rebonds, 5 passes, 37 dévals contre l'Olympiakos, 26 points, 4 rebonds, 4 passes et 36 dévals contre Zvezda. Voilà pour Théo Maledon. On vit des moments de bonheur du côté de l'Asvel. Lucas a le sourire aux lèvres tout le temps et ce garçon est exceptionnel en ce début de saison. On n'a qu'une crainte, c'est qu'un jour il reparte dans la grande ligue. Mais bon, on va profiter de l'instant présent. Et ensuite, TJ Shorts, donc le meneur du Paris Basketball. Bah, qui continue son apprentissage. Enfin, du coup, il apprend aux autres à Adaptation! le connaître, en tout cas. 24 dévals, puis 36 dévals entre le Zalgiris et Barcelone, hein. En plus, c'est pas des petites équipes. Deux victoires pour Paris cette semaine. Tout simplement, ce que j'ai noté, candidat crédible au titre de MVP dès sa première année. Voilà, de toute façon, cette équipe repousse les limites. Ce joueur repousse les limites. C'est un véritable conte de fées cette saison. Et voilà, enfin, ils ont fait exploser Barcelone lors de la J10. On a même vu les spectateurs de La Barcelone violence. quitter la salle avant même la fin du match. Ils sont en train de tout écraser et ils se font extrêmement plaisir. Mon deuxième top, ça va être le Fenerbahçe, hommage à Arda. Bah ouais, ils sont premiers du classement, ils sont seuls en tête de l'Euroleague avec 8 victoires pour 2 défaites. 2 victoires cette semaine contre le Bayern, notamment avec un gros 22-9 dans le deuxième quart-temps. Et enfin, un Nigel Hayes Davis tout feu tout flamme dès le troisième quart-temps avec 18 points à 3 sur 3 de loin. Ils ont gagné aussi contre le Zalgiris malgré le 21-9 encaissé dans le troisième quart-temps. Toujours avec un grand Nigel Hayes Davis qui est le patron de cette équipe. Double-double, 18 points, 11 rebonds, 23 dévals. Et en plus, j'ai regardé le calendrier. Les prochaines journées, c'est la Virtus, Milan et Basconia. Autant dire qu'il y a un potentiel 3 sur 3 qui se pointe. Les hommes de Jasikevičius vont plutôt bien. Et il faut noter 100 Wade Baldwin. Donc, on va pas tirer sur l'ambulance, mais il va peut-être falloir se poser la question. Et enfin, mon dernier top, c'est l'Anadolu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 sur 2 cette semaine, victoire contre Baskonia, puis ils ont fait tomber le Real. Ils ont eu 27 points d'avance là aussi. Ils ont réussi à garder leur avance et l'emporter malgré une deuxième mi-temps du Real beaucoup plus agréable que ce qu'était la première, notamment grâce à Ezonia. Ils sont huitièmes dans la course au play-in, 6 victoires, 4 défaites. Il y a une bonne dynamique en l'absence de Larkin. Et justement, ça me permet de glisser que Thompson est le leader de cette équipe. Et on le retrouve 18 points, 4 passes, Hmm. 17 dévals lors du premier match, 10 points, 5 rebonds, 5 steals, 13 dévals contre le Real. Je trouve qu'il fait très bien tourner la boutique. Vincent Poirier a pris sa place dans la peinture et Dieu sait qu'il s'est régalé contre le Real Madrid, son ancien club. Avec le petit Voilà. smile là sur la photo. Hein. Il était très content. Donc voilà, je suis. Tu me disais, on échangeait via une discussion, tu me disais l'Anadolu, j'ai du mal à les regarder. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup, même s'il y a notamment Elijah Bryant que je porte un peu moins dans mon cœur, mais l'équipe tourne bien. Voilà pour mes tops. Je crois qu'on a ratissé un petit peu large. On a parlé du haut, du bas de classement, un petit peu partout. Donc, plutôt très agréable. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire ce que vous avez retenu, vos tops, vos flops, pardon, vos flops. Faites-nous un petit top 3 et ça ira très bien. On passe à la dernière partie de l'émission, ce qu'on appellera le tribunal, le retour. Lucas, est-ce que je te laisse commencer? Je crois que tu as une affaire qui traîne. Los bastos de los muchachos. Vas-y, je t'en prie, la parole est à toi. Très bien, très bien. On va se mettre dans la peau du, hein, à nouveau, du petit à la barre. Messieurs les jurés, l'heure est grave. Au moment où je m'exprime, le Real Madrid, finaliste Euroleague 2024 et champion 2023, n'est qualifié ni en play-off, ni en play-in. Madrid n'a plus rien de royal, et le blanc madrilène est désormais délavé. La couronne est rouillée et quelques joyeux semblent s'être déchaussés. En parlant de joyeux, l'institution en a perdu pendant l'été. Entre le contingent de Français et les piliers espagnols, dernier porte-parole d'une philosophie de vie, les meubles sont tous partis et ont laissé un palace vide, dont les amas de poussière et les fuites sont devenus visibles. C'est au moment de remeubler que les bêtises commencent.
On donne plus d'espace à un pivot en fin de carrière qui ne se soucie plus, que de sa pension retraite. On refuse de croire à un des derniers arrivants qui, piqué dans son orgueil, a décidé de démontrer la pire des manières qu'on le maltraite. On remplace des pièces par des noms ronflants, connus de tous, mais de seconde main. Tout cela pour à peine, évidemment, les utiliser. Enfin viennent les critiques des anciens locataires, à commencer par Facundo Campasso, qui ne sait plus se servir, qui ne sait plus qui servir et se rend compte qu'il doit tout faire, jusqu'à l'agacement, gratuit sur ses adversaires pour passer ses nerfs. Hashtag Monsieur Darius Thompson. Gabriel Deck, argentin au mulet, avide de plus en plus, mais pourtant incapable de devenir ce qu'il prétend être, malgré le départ de Gershonier Bousselé. Mario Isonia qui se retrouve chargé de toutes les responsabilités laissées par ses compères et qui, au moindre coup de chaud, se retrouve sur le banc pour être garant d'un talent offensif venu de Russie qu'on souhaite jeter au moindre caprice. Enfin vient Sergio Llull, qui se retrouve à faire la nounou d'un cirque ambulant, alors qu'il devrait plutôt se soucier de la cravate qu'il portera pour son retrait de maillot. Quand les plaintes arrivent au propriétaire des lieux, celui-ci prétend que c'est la faute des distributeurs et qu'il n'y peut rien. Cependant, la baisse de pourcentage de tirs à 3 points et l'augmentation du temps de jeu de joueurs certains ne peuvent émaner que de lui. Cette attitude est devenue désormais pandémique, puisqu'elle semble avoir contaminé tous les lieux. Pour l'accuser Real Madrid, je demande une réduction du temps de jeu passé sur le parquet à se plaindre au lieu de chercher des solutions. Je souhaite condamner Chus Mateo à un départ forcé, et je demande à l'organisation de trouver une idée simple, noble, qui redonne le liseré doré à ces tuniques blanches bien trop entachées en ce début de saison. En cas de non-respect de ces demandes, je vous le dis, c'est à sa perte qu'est conduit le Real Madrid, et il s'en trouve être lui-même le conducteur. Ça fait longtemps que Lucas avait un petit cœur, comment, peiné envers le J'aurais Real Madrid. Il j'aurais fallait dû que la... imiter François Cluzet. Mais attends! Il fallait que la Bastos sorte, c'est chose faite. Un petit rappel, voilà, que le Real est une institution et qu'elle est en train d'être un petit peu souillée en ce moment. The floor is yours. C'est donc mon tour. L'année dernière, messieurs les jurés, j'avais déposé une main courante envers un entraîneur italien. Cette fois-ci, je porte plainte. Oui, car 10 journées. J'ai essayé de repousser ce moment aussi longtemps que possible. J'ai essayé d'être positif lors des previews, de garder espoir, d'y croire et finalement de m'attacher à cette équipe au vu de la pré-saison. On nous a trouvé injustes, trop durs avec lui, mais ce grand coach a été, ce grand coach, il restera dans nos mémoires, mais ce grand coach n'est plus actuellement. N'ayons pas peur des termes, alors que même lui a du mal à associer ce mot à une potentielle fin de contrat. Cette semaine, on retiendra que Ettore Messina s'est fait taper par des cadets, mais que c'est le dernier de ses soucis. En temps normal, l'Alba Berlin part défier l'Euroleague avec un effectif de 24 ans de moyenne d'âge. Ce mardi, il fallait compter sur 3 joueurs de 18 ans, un vétéran de 27, de quoi baisser cette moyenne à 21 et seulement 7 pros. Des jeunes qui tapent des équipes d'expérience, on connaît l'histoire, et l'ami Léo Westerman, à qui on passe le bonjour, pourrait nous en raconter des histoires. Je vous renvoie vers notre interview avec lui. Seulement, les Berlinois ne verront ni le play-in, ni les playoffs, ni le Final Four de Belgrade. Tiens, encore un signe du destin. Monsieur Messina, vous dites que votre équipe a été honteuse, que votre défense est médiocre, pour ne pas dire plus, et que votre équipe serait superficielle, surtout chez certains joueurs. Mais ces tirades peuvent s'appliquer à vous. Depuis plusieurs mois, vous devriez être honteux d'avoir dans vos mains des effectifs de qualité et de proposer un jeu aussi superficiel. Vos défenses en conférence de presse deviennent, elles aussi, de plus en plus médiocres, mais vous êtes encore là. Toujours debout, comme le dit si bien Renaud, autre légende qui devrait penser à raccrocher sa guitare pour ne pas écorcher sa legacy. Mais vous, vous préférez nier l'évidence et bientôt pourrez résonner en tribune ces chants d'émission. Malheureusement, oui, il va falloir encore s'y coltiner. On connaît la suite parce que votre place est hyper confortable. Vous avez les clés du camion, des frigos, de toute la baraque. On va encore pleurer pour les joueurs que l'on aime bien. On pourrait discuter de vous toute la journée, mais bon, vous n'êtes pas très causeur, alors nos seules pensées
iront à Fabien. Voilà pour mon plaidoyer. J'en ai marre de parler de cette équipe, donc à un moment donné, il va Libéré, falloir que ça change. Fabien. Libéré, Fabien. Vous êtes en train de tuer les derniers espoirs, les dernières envies d'un joueur de basket. Très clairement, et Dieu sait qu'on devrait et qu'on doit se taire parce qu'on en aurait à dire. Lucas, maintenant qu'on s'est libéré les chakras, on a Les énergies lâché négatives. exactement toutes les énergies négatives, on va clôturer cette émission. La semaine prochaine, on reviendra donc avec une journée. Si je ne me trompe pas dans le calendrier, on devrait avoir En qu'une trois journée, jours. donc un peu moins de travail à fournir en visionnage. Mais on sera de retour. On vous prépare plusieurs émissions. Il y a un petit MyGM qui va tomber. Bon, le retour du MyGM. Il y a d'autres émissions qui vont bientôt arriver. C'est donc comme ça qu'on va se quitter. Je vous rappelle les abonnements de nos différents comptes, Instagram, X et tous les autres réseaux sociaux. Je vous invite à aller du côté de notre chaîne YouTube. Vous allez découvrir toutes nos dernières vidéos, les dernières interviews. Vous allez pouvoir tout revoir. Vous pouvez laisser un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.